Chapitre 6. Lecture pour tous et toutes. Afin de développer notre réflexion autour de la lecture pour tous et toutes, nous avons choisi d'aborder 2 handicaps précis, la déficience visuelle et les troubles 10. Nous avons accordé une place privilégiée au témoignage en présentant à la fois les différentes pratiques et expériences de lecture. Ces récits nous ont amenés à questionner nos propres a priori, à repenser notre sujet et à faire évoluer notre démarche. Nous proposons ainsi de mettre en lumière l'offre éditoriale et les initiatives pensées par et pour ce public qui favorise leur accès à la lecture. Voici le sommaire de ce chapitre. Dossier, lire quand on est malvoyant ou malvoyante au-delà du braille. Interview, rencontre avec Souad Sadi et Clémentine Blanc, lectrice. Les chiffres, les adresses. Dossier, la lecture pour les 10. Interview, rencontre avec Anaïs Rougal, des éditions Fleurus. Lire quand on est malvoyant ou malvoyante, au-delà du braille. Au début de notre enquête, nous pensions que le livre en braille occupait une part importante des expériences de lecture des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Afin de réviser nos préjugés et de prendre la mesure de la réalité de leur quotidien, nous avons entamé plusieurs démarches. Une approche littéraire. Pour aborder ce sujet, nous nous sommes d'abord penchés sur l'histoire d'Hélène Keller, traitée en bande dessinée par Joseph Lambert en 2013. Dans Annie Sullivan et Hélène Keller, coédité par les éditions Ça et Là et Cambourakis, l'auteur revient sur le parcours d'Hélène Keller, une enfant aveugle, sourde et muette, devenue une grande intellectuelle, autrice féministe et militante politique, grâce à la détermination de sa professeure, Annie Sullivan, elle-même malvoyante. Hélène Keller œuvrera tout au long de sa vie pour sensibiliser l'opinion internationale sur la condition des déficients et déficientes visuelles et créera une fondation pour aider les enfants malvoyants et malvoyantes. Joseph Lambert met en parallèle l'enfance d'Annie Sullivan et la formation d'Hélène Keller, 2 tranches de vie pétries par la solitude qui se rencontrent et s'apprivoisent. L'éducation d'Hélène est semée d'embûches. La première tâche essentielle d'Annie consiste à lui faire comprendre que les mots permettent de parler du monde. Chaque chose qu'elle touche porte un nom et peut être dit avec des signes. Elle lui apprendra également à lire et à écrire. D'un point de vue graphique, Joseph Lambert joue avec les codes de la bande dessinée et réalise un tour de force en représentant visuellement ce qui n'apparaît à Hélène que de manière sensorielle. En dessinant une silhouette indistincte sur fond noir, il rend compte de son isolement et de sa difficulté à s'intégrer au monde qui l'entoure. Le témoignage, une réalité concrète. Nous avons ensuite écouté les voix de 2 lectrices, Souad Sadi et Clémentine Blanc, qui se confient sur leur rapport à la lecture. La bande dessinée Annie Sullivan et Hélène Keller expriment des sentiments qu'elles ont aussi éprouvés, le tâtonnement ou la frustration liée au handicap, tout comme la curiosité insatiable qui en découle. Au-delà du braille, elles réinventent leur manière de lire en s'appuyant sur les innovations technologiques ou sur les diverses propositions éditoriales, comme le livre audio. Rencontre avec Souad Sadi et Clémentine Blanc. Au début de notre enquête, nous pensions que le livre en braille occupait une part importante des expériences de lecture des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Afin de réviser nos préjugés, nous avons souhaité donner la parole à 2 lectrices. Savez-vous lire le braille ? Clémentine. J'ai appris tardivement à lire le braille et je le lis rarement. C'est difficile. J'ai essayé mais cela prend du temps. L'alphabet est très facile à mémoriser. Le cerveau doit reconnaître les points qui sont sous les doigts. C'est plutôt au niveau des lignes que l'on s'en mêle. Pour les personnes qui ont appris le braille depuis leur plus jeune âge, il se lit à 2 mains. Il faut lire avec une main et l'autre doigt suit, ou alors on suit la moitié de la ligne avec un doigt et l'autre moitié avec l'autre main. Cela demande beaucoup de dextérité et d'entraînement. Moi qui ai commencé à lire le braille à l'âge adulte, je déchiffre un peu comme une enfant qui apprend à lire. Souad. Le braille est ma façon de lire et d'écrire depuis l'enfance, mais je m'en suis détournée avec l'informatique. Lorsque je lisais des ouvrages en braille, c'était essentiellement le soir ou dès que j'avais un moment. Je devais y consacrer un temps dédié, car je ne pouvais pas faire autre chose en même temps. Des valises m'étaient expédiées des bibliothèques de Paris. Le braille prend beaucoup de place. Une page équivaut à 3 à 4 pages en braille. Comme je pratique le braille depuis l'âge de 6 ans, je le maîtrise et lis vite. C'est à peine si vous voyez mon doigt parcourir la ligne. Mon toucher est tellement fin, quand je passe sur les mots, je les reconnais immédiatement. Les études indiquent que seulement 10% des personnes non-voyantes lisent le braille. Comment expliquez-vous ce nombre ? Souad. Tout d'abord, ceux et celles qui maîtrisent le braille l'ont appris enfant et n'ont connu que cela.
Il s'agit donc des personnes nées avant l'informatique, qui n'avaient pas d'autre choix que d'écrire et de lire en braille. Dès l'école, les enfants d'aujourd'hui ont des équipements informatiques et ne passent plus par l'apprentissage du braille. Les jeunes générations maîtrisent la communication par l'écrit grâce à des voix de synthèse installées sur leur ordinateur ou leur téléphone. Elles n'ont pas foncièrement besoin du braille, mais cela devient un problème, car les enfants qui ne passent pas par le braille ne maîtrisent pas l'orthographe. Clémentine. En effet, auparavant, dans les écoles pour non-voyants et non-voyantes, on insistait plus sur l'apprentissage du braille, alors que de nos jours, on insiste plus sur l'informatique. Je pense aussi que le public déficient visuel est mauvais en orthographe et n'a pas toujours un très bon niveau scolaire, à force de dicter ou d'écouter. Faire tout en sonore est donc loin d'être idéal. Le braille est-il forcément nécessaire aujourd'hui? Swad. Il peut être utile de le maîtriser, mais dans une certaine mesure, ne serait-ce que pour revenir sur l'orthographe des mots. Je n'utilise que la voix de synthèse, que ce soit sur l'ordinateur ou le téléphone, car je peux me passer du braille. Mais lorsque j'écris, j'apprécie d'avoir le braille à côté, sous la main. On peut revenir sur le mot avec la voix de synthèse, caractère par caractère, mais le braille permet de voir plus rapidement si on s'est trompé. Quel est votre rapport à la lecture? Et à quel rythme lisez-vous? Swad. J'ai passé mon enfance à Tunis, dans une école pour non-voyants et non-voyantes. J'y ai appris le braille et j'ai lu mes premiers livres dans la bibliothèque de mon école. Plusieurs professeurs m'ont encouragée à la lecture. Elles m'ont motivée et j'ai toujours lu depuis. Je lis 4 à 5 titres par semaine. J'ai toujours un livre en cours. Je les télécharge au format EPUB ou PDF sur mon téléphone pour les lire avec une application qui transforme les textes en voix de synthèse, qui sont aujourd'hui de très bonne qualité et se rapprochent des voix naturelles. Grâce à cela, je ne suis plus limitée dans mes choix de lecture. Je n'ai pas besoin d'attendre la parution des livres audio. J'ai ma bibliothèque dans mon téléphone avec environ 1200 titres. Clémentine. J'utilise surtout les livres audio classiques, pour pouvoir continuer à lire après avoir perdu la vue. Je les emprunte dans les bibliothèques municipales. J'en lis environ un par mois, car je n'ai pas beaucoup de temps. Votre pratique de lecture est davantage centrée sur le format audio, soit lu par une voix de synthèse, soit par un comédien. Pourquoi ce choix? Swad. Les bibliothèques proposent désormais des livres audio enregistrés par des comédiens et des comédiennes professionnels, des lecteurs et lectrices professionnels ou des bénévoles qu'on appelle des donneurs ou des donneuses de voix, sélectionnés sur la qualité de leur voix. Personnellement, je préfère qu'un lecteur ou une lectrice reste neutre et ne m'impose pas les émotions que lui procure le livre. J'aime que ce soit entre le livre, l'auteur, l'autrice et moi. C'est de l'ordre de l'intimité. Et quand un lecteur ou une lectrice met beaucoup d'émotions ou qu'il ou elle déforme sa voix pour imiter un personnage féminin par exemple, ça gêne ma lecture. Quand la lecture est neutre, c'est comme si je lisais moi-même le livre. Alors que quand elle est trop personnalisée, j'ai le sentiment qu'on m'enlève le livre et mon imaginaire. Clémentine. Dans les associations, des bénévoles lisent des livres pour les malvoyants et les malvoyantes, ou les enregistrent sur un CD. Mais cela m'a vite déplu, c'était monocorde et difficile à écouter. C'est frustrant quand l'histoire nous plaît mais qu'elle est mal lue. C'est tout de même beaucoup plus agréable quand c'est lu par des comédiens ou des comédiennes. Pourtant, même avec les livres audio faits par des professionnels, quand il n'y a qu'un seul lecteur ou une seule lectrice qui interprète de nombreux personnages, l'intrigue est difficile à suivre. De plus, dans les livres audio classiques, notamment les plus anciens, le CD commence tout de suite par le début du texte. C'est problématique car on ne sait donc pas toujours quel livre on est en train d'écouter. Le format DAISY est un format de livre audio pensé pour faciliter la lecture par les personnes déficientes visuelles. Il permet notamment de naviguer facilement à l'intérieur du texte. Ce format est également utile pour les personnes dyslexiques. Avez-vous déjà essayé les livres audio au format DAISY? Clémentine. Oui, dans les livres au format DAISY, le lecteur ou la lectrice commence par donner le titre, puis il épelle le nom de l'auteur ou de l'autrice et lit le sommaire quand il y en a un. Tout est fait pour que la personne puisse se repérer, c'est important. Swad. Je les connais bien. DAISY est un excellent format, surtout destiné aux étudiants et étudiantes selon moi, parce qu'il leur permet de travailler sur un livre, en naviguant très précisément dessus, en mettant des signets et en surlignant des passages. Qu'en est-il de vos enfants? Leur avez-vous transmis votre goût de la lecture? Clémentine. Il était important pour moi de leur transmettre le goût de la lecture, même si ce n'est pas toujours facile. Notre fille lit beaucoup, elle nous aide aussi en déchiffrant, on la sollicite souvent pour lire. Une bénévole de l'association Les Auxiliaires des Aveugles, qui habite à 2 pas de chez nous, vient toutes les semaines lire des livres à notre fils. Je pense qu'il va apprendre à lire très vite. Yacine. Votre mère Swad vous a-t-elle influencé dans votre rapport à la lecture? Plusieurs facteurs ont contribué à me faire lire relativement tôt. Petit, je voyais ma mère lire en permanence, que ce soit en braille ou en audio. Lorsque j'ai commencé à lire, ma mère me demandait parfois de l'aide, par exemple pour lire une date de péremption. La voir lire et lui faire la lecture était ancrée dans notre quotidien. Elle n'a jamais été sur mon dos pour me faire lire, et elle a accepté que je lui lise tous les Harry Potter. Je ne vous cache pas que cela a pris du temps, et que ce sont des souvenirs indélébiles. Depuis, elle me conseille toutes les semaines des ouvrages que je lis une fois sur 10. L'accessibilité à la lecture pour les personnes déficientes visuelles en quelques chiffres. En France,
environ 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. 207 000 sont aveugles, pas de perception de la lumière, et malvoyants profonds, vision résiduelle qui se limite à la distinction de silhouettes. 932 000 sont malvoyants moyens. Incapacité visuelle sévère, de loin, elles ne peuvent pas distinguer un visage à 4 mètres. De près, elles ne peuvent pas lire. 6 points sont utilisés dans l'alphabet braille. Ils permettent 63 combinaisons possibles. 6 millions de personnes aveugles utilisent le braille dans le monde. En 1825, Louis Braille invente un système d'écriture universel à l'usage des non-voyants et des malvoyantes. En 1932, grâce à l'action d'Hélène Keller, le braille devient le standard officiel de lecture et d'écriture pour les aveugles. Le 27 juin 2013 est signé le traité de Marrakech, administré par l'OMPI, visant à faciliter la production et la diffusion internationale de livres dans des formats spécialement adaptés aux aveugles et aux déficients visuels. À la rentrée littéraire 2019, 425 titres, contre 371 en 2018, sont rendus disponibles pour les lecteurs malvoyants ou aveugles, au format gros caractères, synthèse audio et braille numérique. Les adresses. Où trouver des livres audio, en braille ou en gros caractères? Quelles associations et applications proposent des livres accessibles aux personnes atteintes de déficience visuelle? Voici quelques bibliothèques et associations qui s'engagent pour rendre la lecture accessible. Association. Les Doigts qui rêvent. Le but de cette association est de permettre l'inclusion des enfants déficients visuels. Les membres réalisent des albums tactiles et illustrés. L'association publie également des documents sur la cécité. Mes mains en or. Cette association crée des livres tactiles et des livres en braille pour les enfants souffrant de déficience visuelle. Bibliothèque Braille enfantine. Bibliothèque de prêt par correspondance qui propose des livres en braille et en gros caractères pour les enfants de 4 à 12 ans. Livres à toucher, livres avec illustrations en relief, textes numérisés avec commentaires sonores sur les illustrations. CTEB, Centre de transcription et d'édition en braille. Cette association toulousaine transcrit les menus des restaurants et les relevés de compte des personnes aveugles en braille et propose des livres en braille intégral et en braille abrégé. Librairie. Mots et merveilles. 6 rue de la Valasse, 76 400, Fécamp. Librairie spécialisée dans les livres audio adultes et enfants, en littérature, poésie, philosophie, théâtre, archives sonores, documentaires, contes, chansons. Bibliothèque et médiathèque. Paris. Médiathèque Valentin Haüy, 5 rue du Roc, 75 343, Paris CEDEX 7. 40 000 livres audio et 20 000 livres en braille. Médiathèque Marguerite Yourcenar, 41 rue d'Alleray, 75 015 Paris. Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75 020 Paris. Espace Lire Autrement, accueil par des bibliothécaires spécialisés, téléagrandisseurs, possibilité d'emprunter des lecteurs DAISY, activité conçue pour les malvoyants. Lille. Médiathèque Lille Centre, Jean Lévy, 32-34 rue Édouard Delessalle, 59 000 Lille. Espace CéciWeb, ouvert gratuitement sur inscription à toute personne non-voyante ou malvoyante. Téléagrandisseur, poste adapté à toute gêne visuelle, numérisation de documents à la demande, impression braille et agrandi gratuite. Application. Voice Dream Reader permet de lire des livres à haute voix et de naviguer facilement dans les textes. Cette application bénéficie des dernières avancées en termes de synthèse de la parole. La lecture pour les 10. Quelles initiatives éditoriales? Dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, dyslexie, dysgraphie, autant de troubles cognitifs que l'on regroupe souvent sous le terme générique de troubles 10. Ces troubles de l'apprentissage sont multiples et peuvent avoir un impact sur l'acquisition du langage écrit, dyslexie, dysgraphie, ou l'acquisition du langage oral, dysphasie. La dyspraxie est quant à elle un trouble de l'apprentissage qui se caractérise par des difficultés à situer les éléments dans l'espace et perturbe également la coordination des gestes.
Ces troubles qui affectent à la fois l'apprentissage scolaire et la maîtrise de la lecture se manifestent de manière diverse. On parlera ainsi de dyspraxie verbale, de dyspraxie visio-spatiale, etc. De plus, il existe autant de dyslexie que de dyslexiques. La difficulté pour les éditeurs est ainsi de proposer des livres adaptés au plus grand nombre sans pour autant stigmatiser ce public. Ces dernières années, les maisons d'édition se sont emparées de cette problématique et proposent des livres adaptés avec des collections de première lecture comme le Club des 10 chez Flammarion, Colibri chez Belin Éducation, D-School chez Nathan, J'apprends à lire avec les grands classiques Disney spécial 10 chez Hachette Éducation. Si ces livres adaptés sont estampillés 10, pour être bien identifiés par les parents, les enseignants, les enseignantes, les libraires, etc., certains éditeurs en font des livres inclusifs qui s'adressent à tous et toutes les enfants en difficulté. C'est notamment le cas de la collection D-School qui rend accessibles des classiques de la littérature jeunesse comme le Buveur d'encre d'Éric Sanvoisin. Les livres sont retravaillés par les auteurs et autrices qui peuvent être amenés à expliciter des ellipses, source de confusion chez les lecteurs et lectrices en difficulté. Les éditions Rageot, avec leur collection Flash Fiction, publient également des livres qui se veulent inclusifs. Les textes sont des créations inédites, les auteurs et autrices proposent des textes courts et linéaires qui plairont à tous les profils de lecteurs et de lectrices. L'offre éditoriale 10 s'est ainsi étoffée entre la multiplication des collections première lecture, des albums jeunesse et le développement du numérique à la fois évolutif et personnalisable selon les besoins. De nombreux supports et genres restent encore à investir. La bande dessinée, les livres d'activité, les romans adolescents, ainsi que les documentaires lancés pour la première fois par les éditions Fleurus. Moby 10, la lecture accessible aux 10. Voilà la mission de la start-up nantaise Moby 10. Le projet est né en 2015 grâce à une orthophoniste, Nathalie Chappé, qui souhaitait pouvoir donner accès à des ressources adaptées hors de ses séances. Elle a ainsi fait appel à Marion Berthaud, qui copilote aujourd'hui le projet avec Jérôme Terrien, graphiste et responsable d'édition. Le format DeepUp Frog, mis au point avec des orthophonistes et des informaticiens, propose une dizaine d'outils d'aide à la lecture tels que le changement de police, la mise en couleur des syllabes, l'augmentation de l'espace entre les mots, le soutien audio ou l'apport de définition. En choisissant les options qui lui conviennent le mieux, le lecteur ou la lectrice personnalise son expérience et trouve sa solution de lecture, permettant une meilleure compréhension et entraînant le cerveau à lire. Depuis sa création, de nombreux éditeurs ont ainsi travaillé en collaboration avec Moby 10 pour faire adapter leurs ouvrages, comme Bayard avec sa célèbre collection de romans J'aime lire, Belin avec Colibri numérique, Nathan avec D-School et Fleurus avec Docu10. En 2019, la plateforme Sondo visant à compenser la dyslexie au collège a également vu le jour. Les élèves peuvent retrouver en ligne les œuvres littéraires étudiées en classe au format Frog, ainsi que les manuels scolaires au format audio DAISY. Cette aide, accessible à tous les collégiens et les collégiennes, est une technologie au service de l'égalité des chances. Un ou une élève 10 a des difficultés avec l'écrit, mais il ou elle est aussi intelligent ou intelligente qu'un ou une autre élève. Il faut lui donner cette chance de réussir grâce à des supports adaptés. Si Moby 10 collabore avec de nombreux éditeurs jeunesse, la start-up sera certainement amenée à adapter des livres pour les adultes dans le futur. Des bibliothèques ont notamment fait part de leur intérêt pour des ouvrages destinés à ce public, trop souvent délaissé. Rencontre avec Anaïs Rougal des éditions Fleurus. Conçu en partenariat avec la Fédération française des 10 et Moby 10, Docu10 est la première collection de documentaires à destination des enfants 10. Sensibilisés à la question des 10, les éditions Fleurus se lancent dans un projet d'adaptation d'une collection déjà existante, voire 6-9 ans. La maquette, les textes, l'encombrement des pages sont entièrement retravaillés pour correspondre aux problématiques 10. Anaïs Rougal, coéditrice de la collection, avait à cœur de travailler avec des partenaires spécialistes du sujet pour proposer des ouvrages de qualité. L'éditrice revient sur la naissance de Docu10 et l'engagement des éditions Fleurus, qui souhaitent également diversifier leur offre pour ce public en marge. Un agenda 2020-2021 est notamment prévu. Comment est née la collection Docu10 ? Quand je suis arrivée chez Fleurus en 2017, l'équipe éditoriale avait commencé à réfléchir à l'édition adaptée. Fleurus étant un éditeur de référence en documentaire, il semblait indispensable de publier des livres pour les enfants qui ne sont pas à l'aise avec la lecture. D'où l'envie de faire des livres adaptés aux enfants 10 ou en difficulté d'apprentissage. En étudiant la concurrence, j'ai remarqué qu'il était difficile de faire de belles mises en page à cause des nombreuses contraintes de maquette. J'avais à cœur de faire un ouvrage qui soit agréable à lire. Cependant, nous n'étions pas au fait des spécificités de ces ouvrages adaptés. Il était donc primordial de travailler avec des instances compétentes. Après plusieurs mois de recherche d'associations partenaires, je me suis tournée vers la FF10, l'instance qui fédère les associations soutenant les personnes atteintes du trouble 10.
Les codes de mise en page étant très particuliers, il nous fallait des repères pour établir une charte graphique. J'ai donc contacté Mobidis, spécialiste en accessibilité cognitive, notre partenaire sur les questions graphiques. Est-ce que les enfants 10 représentent un lectorat important? Le public 10 représente un marché de niche. Nous savions dès le départ que les ventes ne seraient pas monumentales, mais quand bien même on voulait mener ce projet. On s'engage sur une production qui ne nous rapporte pas énormément d'argent, car on considère que cela fait partie de l'image de Fleurus. Et c'est avant tout notre volonté, en tant qu'éditeur et éditrice, de permettre à tous les enfants de lire. Quels sont les nouveaux enjeux d'une adaptation pour les 10? La taille de la police et de l'interligne est beaucoup plus importante. Habituellement, on a tendance à éviter les répétitions, mais pour les ouvrages d'Ocu10, on ne les contourne pas, car elles facilitent énormément la lecture. À cela s'ajoutent des coûts par unité de sens, ce qui implique de nombreux retours à la ligne. Il faut savoir que la pagination est la même entre la version de base et la version adaptée. Pour des questions de place dans le corps du texte, on est donc obligé de faire des coupes. La sélection des informations nous a demandé une certaine réflexion avec l'adaptatrice. La majorité des encarts ont été retirés, car ils ne constituent pas des informations dites essentielles, mais je considère que c'est problématique, car les encadrés apportent des anecdotes ludiques et drôles, et ce sont souvent ces informations que les enfants retiennent. Il a fallu les supprimer la plupart du temps, mais j'ai essayé d'en conserver un maximum, quitte à les inclure autrement dans le texte. L'enjeu consiste à trouver le bon équilibre, car il n'y a aucune raison que les 10 aient un contenu amputé d'informations. Et ils ou elles ont aussi le droit d'avoir des contenus amusants, comme n'importe quel lecteur ou lectrice. Combien de temps l'adaptation d'un livre pour les 10 prend-elle? En général, je laisse 2 mois à l'adaptatrice pour qu'elle retravaille le texte. Par la suite, je reprends l'adaptation du texte et je fais un énorme travail de coupe, de vérification des informations et de réécriture à visée de simplification. Je travaille également avec l'auteur ou l'autrice d'origine puisqu'il faut actualiser le contenu. Le travail sur la maquette, quant à lui, prend 1 à 2 mois. C'est donc un vrai travail éditorial et pas simplement une adaptation. C'est une création de livre à partir d'une base fiable. Tout est retravaillé et tous et toutes les acteurs et actrices sont remis ou remises à contribution. Est-ce que vous avez mis en place des opérations de communication ou de promotion spécifiques en partenariat avec la Fédération française des 10? Je me suis déplacée sur les salons pour promouvoir la collection, notamment lors de la Journée nationale des 10 qui est organisée par la FF10. Laetitia Branciard, la présidente de l'association, a elle aussi présenté Docu10 dans des salons de province. Nos partenaires en font la publicité sur leurs réseaux, sites internet, rencontres, etc. Par exemple, Mobidis a mis en avant la collection sur son site internet. Le challenge avec les documentaires, c'est de trouver un juste équilibre entre apporter beaucoup d'informations et d'illustrations pour augmenter les connaissances et aérer autant que possible les pages pour soulager l'effort cognitif. Mobidis. Comparons l'ouvrage portant sur les dinosaures paru à la fois dans la collection Voir 6-9 ans et dans la collection Docu10 aux éditions Fleurus. Nous prenons appui sur une double page portant sur les tyrannosaures. Dans la collection Voir 6-9 ans, le texte inséré par-dessus l'image brouille la lecture. Dans le Docu10, ce texte a été intégré sur un fond neutre. Le fonctionnement par double page thématique présent dans la collection Voir 6-9 ans a été conservé dans les Docu10. Un des encarts apparaissant sur la double page ne constituant pas une information essentielle a été supprimé dans le Docu10 pour dégager de l'espace. La double page de la collection Voir 6-9 ans est globalement invisible pour un ou une enfant 10, à cause du fond notamment. Dans le Docu10, l'usage de puces qui permet de synthétiser le propos a ainsi été privilégié. Dans la collection Docu10, le fond de page a été choisi, il est légèrement coloré car le blanc fatigue l'œil et n'aide pas à la lecture. La police utilisée est spécifique, il s'agit de Open Dyslexic sélectionné par la FF10 et Mobidis. La base des lettres est plus épaisse, les lettres dites jumelles, comme DB ou BQ, sont inclinées pour éviter de les inverser. Les noms scientifiques des dinosaures devraient apparaître en italique, mais le soulignement et l'italique sont illisibles pour un ou une enfant 10. Le lexique est situé obligatoirement en bas de page pour faciliter la compréhension. L'alerte visuelle est utilisée uniquement pour les mots du lexique pour ne pas parasiter l'œil. Et enfin, le découpage syllabique des mots compliqués est utilisé pour faciliter la lecture.